Un garçon affamé trouve une valise pleine d'argent et la porte à un millionnaire. En écoutant le garçon, l'homme éclate en larmes devant sa demande. Dans le cœur battant de Paris, où les ruelles pavées serpentent entre des cafés, animés et des boutiques anciennes, un petit garçon arpente les trottoirs avec une aisance qui trahit son expérience. Théo, 10 ans, connaît chaque recoin de la rue Saint-Antoine. Depuis 4 ans, il vit dans l'ombre de cette ville éclatante, trouvant refuge sous les arcades ou dans les recoins des marchés lorsqu'ils ferment leurs portes. Orphelin. Depuis l'âge de 6 ans, il a appris à survivre avec les miettes que la ville veut bien lui laisser. Chaque jour, il tend la main aux passants, espérant une pièce, un morceau de pain, un regard de compassion. Mais Paris est pressé, et peu de gens prennent le temps de voir ce gamin aux vêtements usés, aux joues creusées par la faim, et aux yeux d'un bleu éclatant, rempli d'un mélange de défi et de résignation. Il partage ses maigres trouvailles avec d'autres enfants des rues, des compagnons d'infortune qui, comme lui, n'ont pas de toit fixe. Lorsqu'ils mettent la main sur un pain rassis, ils le partagent équitablement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal. Mais ce matin-là, le froid mordant de l'hiver parisien rend l'attente encore plus difficile. Son ventre crie famine et l'air glacial lui brûle la peau. Il resserre autour de lui sa veste trop fine et tente d'ignorer la douleur dans son estomac vide. Alors qu'il traîne près d'une petite librairie, il observe les passants avec l'espoir qu'un d'eux lui tende quelque chose à manger, mais personne ne s'arrête. Frustré, il s'apprête à quitter les lieux lorsqu'un objet à ses pieds attire son attention. Une valise, posée là, près d'un kiosque à journaux, comme oubliée par un voyageur distrait. Théo hésite. Ce n'est pas tous les jours qu'il tombe sur une valise abandonnée. Il jette un coup d'œil furtif autour de lui. Personne ne semble la réclamer. L'objet est en cuir noir, légèrement usé sur les bords et entrouvert. Son cœur bat plus vite. Avec précaution, il s'accroupit et pousse doucement le rabat de la valise. Ce qu'il aperçoit à l'intérieur le cloue sur place. Des liasses de billets, soigneusement empilées, dépassent légèrement du compartiment principal. Des centaines, peut-être des milliers d'euros, entassés sous son nez. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, il n'a imaginé voir une telle somme d'argent. L'adrénaline envahit son corps. Son premier réflexe est de refermer la valise et de la prendre avec lui. Cet argent pourrait tout changer. Il pourrait manger à sa faim, acheter des vêtements chauds, peut-être même trouver un endroit où dormir à l'abri du froid. Ses pensées s'emballent. Avec cette somme, il ne serait plus un simple gamin des rues. Mais une voix intérieure le retient. À qui appartient cette valise? Un riche touriste? Un homme d'affaires? Quelqu'un qui a réellement besoin de cet argent? Ses doigts restent figés sur la poignée de la valise. Il jette un regard à la rue, s'attendant presque à voir quelqu'un courir, affolé, cherchant ses biens perdus. Mais personne. Juste le bruit des voitures, les discussions indistinctes des passants. Et lui, face à cette opportunité inouïe. S'il en parle aux autres enfants, ils lui diront sûrement de s'enfuir avec l'argent. Mais au fond de lui, un dilemme grandit. Faire ce qui semble être la solution facile ou écouter cette petite voix qui lui dit que ce n'est pas le bon choix. Il serre les poings, prend une grande inspiration et prend sa décision. Les doigts tremblants, Théo referme doucement la valise sans toucher à son contenu. Son cœur bat à un rythme effréné. Il ne peut détacher son regard de cet objet qui, en un instant, pourrait changer sa vie. Des billets de 100, de 200 euros. Il n'a jamais vu une telle somme, même en rêve. Autour de lui, Paris continue de bouger sans se soucier du dilemme qui le consume. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, se hâtent, indifférents à ce garçon figé devant une fortune qu'il ne sait comment gérer. Un instant, l'idée de tout garder lui traverse l'esprit. Personne ne l'a vu. Personne ne sait qu'il a trouvé cette valise. Il pourrait disparaître dans une ruelle, s'acheter de quoi manger pour des mois, peut-être même un lit pour dormir au chaud. Il pourrait être enfin libre du poids constant de la faim. Mais une inquiétude naît en lui. Et si quelqu'un le voyait avec? Et si la valise appartenait à quelqu'un de dangereux? Il jette un coup d'œil autour de lui, s'attendant à voir surgir un homme en costume, paniqué, cherchant son bien perdu. Mais rien. Juste le bruit des klaxons, l'odeur du café flottant depuis les terrasses et la routine du matin qui se déroule comme si de rien n'était. Le froid mordant le ramène à la réalité. Il ne peut pas rester là indéfiniment. Il doit prendre une décision.
Il s'accroupit et examine la valise de plus près. Une petite étiquette dépasse d'une des poches latérales. Il tend la main, l'attrape et lit ce qui est inscrit « P. Moreau ». Le nom ne lui dit rien. Ce pourrait être n'importe qui. Un banquier, un touriste étranger, un homme d'affaires. Mais au fond de lui, il sent que cet argent n'appartient pas à quelqu'un comme lui. Un grondement dans son ventre lui rappelle sa faim insoutenable. Avec seulement quelques-uns de ses billets, il pourrait acheter un véritable repas, quelque chose de chaud et de nourrissant. Il imagine une baguette croustillante, du fromage fondant, peut-être même un morceau de viande. Sa main tremble alors qu'il effleure la fermeture éclair. Juste un seul billet? Non. Il secoue la tête. Il ne peut pas. Il sait que s'il en prend un, il sera incapable de s'arrêter. Ce n'est pas ainsi qu'il veut vivre. Il se redresse, serre la mâchoire et prend une décision. Il doit retrouver ce P. Moreau. Mais comment? Il commence par demander autour, de lui. Il s'approche du kiosque à journaux et s'adresse au vendeur. Un homme trapu avec des lunettes épaisses. « Monsieur, vous n'auriez pas vu quelqu'un laisser une valise ici ?» L'homme le regarde avec méfiance. « Pourquoi? Tu demandes ça, gamin? Parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose d'important. » Le kiosquier fronce les sourcils, puis hausse les épaules. « J'ai vu un type bien habillé passer tout à l'heure, pressé, au téléphone. Il a peut-être laissé quelque chose derrière lui, mais moi j'ai pas fait attention. » Théo hoche la tête et s'éloigne, déçu. Il continue d'interroger quelques passants, sans succès. Personne ne sait qui est P. Moreau. Certains ne prennent même pas la peine de lui répondre. Il commence à perdre espoir quand une affiche sur un abribus attire son attention. Il s'approche et plisse les yeux pour mieux lire. Groupe Moreau, hôtel de luxe à travers le monde. Son cœur manque un battement. Il observe le logo doré sur l'affiche et comprend. Ce P. Moreau n'est pas un homme ordinaire. Il est quelqu'un d'important. Peut-être même un millionnaire. L'image d'un hôtel luxueux s'impose à son esprit. Il a vu ces bâtiments imposants lorsqu'il marchait dans Paris. Des lieux où il n'a jamais mis les pieds. Où les gens comme lui sont chassés dès qu'ils s'approchent trop près. Il regarde de nouveau la valise. Cette somme représente sûrement très peu pour quelqu'un comme Moreau. Mais alors pourquoi la récupérer? Parce que ce n'est pas à lui. Parce que, malgré tout, il veut croire qu'être honnête en vaut la peine. Il prend une grande inspiration et resserre sa prise sur la valise. Il sait désormais où il doit aller. Les mains crispées sur la poignée de la valise, Théo avance dans les rues de Paris, son esprit tiraillé par des pensées contradictoires. Chaque pas semble alourdi par le poids de sa décision. Rendre la valise ou la garder? Il lève les yeux vers l'affiche qu'il a vue un peu plus tôt. Groupe Moreau, hôtel de luxe à travers le monde. L'image d'un hall somptueux lui revient en mémoire, un endroit où des gens bien habillés sirotent du champagne sans se soucier du prix. Il n'a jamais mis les pieds dans un tel lieu. Il inspire profondément. Si cet homme possède des hôtels de luxe, a-t-il réellement besoin de cet argent? Pour Théo, cette somme représente une nouvelle vie. Pour P. Moreau, ce n'est peut-être que de l'argent oublié parmi tant d'autres, mais quelque chose en lui refuse de profiter de cette occasion. Tout au long de sa courte vie, il a appris que personne ne donne rien gratuitement. Il a vu des adultes voler, mentir, trahir pour quelques pièces. Lui-même a dû mendier pour survivre. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est cette impression que les gens ne voient en lui qu'un voleur potentiel, un gamin des rues prêt à tout pour s'enrichir. Il veut prouver qu'il vaut mieux que ça. Il serre la mâchoire et prend sa décision. Il retrouvera ce Moreau et lui rendra sa valise. Mais encore faut-il savoir où aller. Un nom, un destin. Il commence par interroger des passants, espérant que quelqu'un sache où se trouve le siège du groupe Moreau. Mais comme d'habitude, peu de gens prêtent attention à un gamin en haillons. Certains l'ignorent, d'autres lui lancent un regard méfiant, comme s'il allait leur demander de l'argent. Finalement, il trouve un homme d'un certain âge portant un long manteau de laine qui accepte de lui répondre. « Moreau? Philippe Moreau? L'homme des hôtels ?» Théo hoche vigoureusement la tête. « Oui, monsieur. Vous savez où je peux le trouver ?» L'homme fronce les sourcils, intrigué. Son siège se trouve boulevard Haussmann, un grand immeuble en verre et en acier impossible à rater. Mais pourquoi un gamin comme toi cherche-t-il à voir un homme comme lui? Théo hésite. Devrait-il dire la vérité? J'ai quelque chose à lui rendre. L'homme le fixe un instant, puis hausse les épaules avant de s'éloigner. Théo ne perd pas de temps. Direction le boulevard Haussmann. La route est longue.
surtout pour un enfant dont les forces s'amenuisent à cause de la faim. Il n'a rien mangé depuis la veille, et son ventre proteste violemment. Il aurait pu s'arrêter et tenter de mendier, mais il craint de perdre courage. Il marche aussi vite que possible, ignorant le froid qui lui mord les joues, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin le bâtiment en question. Une tour immense de verre et d'acier, se dressant comme un géant au milieu des autres immeubles. Théo ralentit le pas, impressionné. Des gens en costume entrent et sortent, parlant au téléphone, pressés. Tout dans cet endroit respire l'argent et le pouvoir. Et lui, que fait-il là? Il baisse les yeux sur ses vêtements sales, ses chaussures trouées, la valise noire entre ses doigts. L'espace d'un instant, il se sent ridicule. Mais il secoue la tête. Non, il est venu jusqu'ici pour une raison. Il s'avance vers l'entrée. À peine franchit-il le seuil qu'une voix autoritaire l'arrête. « Hé, toi !» Un vigile imposant, vêtu d'un uniforme noir impeccable, s'interpose devant lui. « Tu n'as rien à faire ici, petit. » Théo relève la tête et tente de garder son calme. « Je dois voir Monsieur Moreau. » Le vigile éclate de rire. « Et moi, je dois gagner au loto. Dégage, gamin !» Théo serre les poings. Il ne peut pas abandonner maintenant. Il essaie de contourner l'homme, mais une autre, Main l'attrape par le col et le repousse vers l'extérieur. « Salé, oust, va mendier ailleurs. » L'humiliation lui brûle la gorge. Les passants le regardent à peine. Pour eux, il n'est qu'un vagabond de plus. Il sent la colère monter en lui. Il a fait tout ce chemin pour se heurter à un mur invisible, un mur qui sépare les puissants des misérables. Mais Théo n'est pas du genre à renoncer. Il prend une grande inspiration et cette fois il crie « J'ai quelque chose d'important pour Monsieur Moreau ». Son cri résonne dans le hall luxueux. Quelques employés s'arrêtent, intrigués. Même le vigile semble surpris par l'assurance du garçon. Derrière un bureau en marbre, une femme en tailleur relève la tête. La secrétaire. Elle fronce les sourcils et après un instant d'hésitation décroche son téléphone. Théo retient son souffle. Va-t-elle l'ignorer, comme tous les autres? Mais il voit ses lèvres bouger alors qu'elle parle à quelqu'un. Puis elle repose lentement le téléphone et lui lance un regard perçant. « Attends ici, Monsieur Moreau va te recevoir. » Le cœur de Théo bondit dans sa poitrine. Il a réussi. Théo se tient droit, sa main crispée sur la valise, tandis que le regard de la secrétaire l'examine avec suspicion. Autour de lui, des employés bien habillés le dévisagent, murmurant entre eux « Un gamin des rues ici, dans le siège d'un empire hôtelier ?» C'est une scène inhabituelle, presque incongrue. Mais Théo ne se laisse pas intimider. Il a traversé la ville, bravé le froid, affronté le mépris des vigiles. Il est allé trop loin pour reculer maintenant. Le silence pesant est brisé par le bruit d'un ascenseur s'ouvrant. Un homme en sort, grand, élégant, le visage fermé. Son costume coûte sans doute plus que tout ce que Théo pourrait gagner en une vie. Mais ce n'est pas ce qui impressionne. Le garçon, c'est l'aura qui se dégage de lui. Une autorité naturelle, un poids invisible qui semble imposer le respect à tous ceux qui l'entourent. Philippe Moreau s'arrête, observe la scène et pose enfin son regard sur Théo. Là, plisse les yeux, visiblement intrigué. La secrétaire s'approche et murmure quelque chose à son oreille. L'homme hoche légèrement la tête, puis avance vers lui. « C'est toi qui as quelque chose d'important à me dire. » Sa voix est calme mais froide. Il ne semble pas avoir de temps à perdre avec un enfant errant. Théo ravale sa nervosité et lève la valise. « Je crois que c'est à vous. » Un léger froncement de sourcils traverse le visage de Moreau. Il fixe l'objet tendu devant lui, hésite une seconde, puis tend la main pour l'attraper. Il l'ouvre à peine, juste assez, pour voir les liasses de billets toujours en place. Un souffle imperceptible s'échappe de ses lèvres, une réaction que Théo ne sait pas décrypter. L'homme referme lentement la valise et fixe le garçon, cette fois avec un réel intérêt. « Où l'as-tu trouvé ?» Théo lui raconte tout. Le kiosque, l'étiquette avec son nom, le dilemme qui l'a assailli. Il parle avec sincérité, sans embellir ni chercher à se justifier. Il veut juste qu'il comprenne qu'il a fait le bon choix. Moreau écoute sans l'interrompre, son regard s'assombrissant à mesure que l'histoire se déroule. Lorsqu'il finit, un silence s'installe. L'homme semble peser chaque mot, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi ce gamin des rues n'avait pas simplement pris l'argent et disparu. « Pourquoi me l'a rapporté ?» demande-t-il enfin. Théo hausse les épaules. « Parce que ce n'est pas à moi. » Une réponse si simple, si directe, qu'elle en paraît presque naïve. Mais Moreau ne rit pas.
Il ne sourit même pas. Au contraire, il fixe le garçon avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à lire au-delà de ses mots. « Tu voulais quoi en échange ?» La question semble logique. Dans ce monde, rien n'est jamais gratuit. Mais Théo secoue la tête. Rien. Moreau penche légèrement la tête, sceptique. Il ne croit pas au geste désintéressé. Il a trop vécu, trop vu d'hypocrisie pour accepter une telle réponse sans douter. Pourtant, le regard du garçon ne vacille pas. Un silence tendu s'installe entre eux, interrompu par le bruit lointain des téléphones et des claviers qu'on frappe dans les bureaux voisins. Moreau lâche un léger soupir et détourne les yeux un instant, comme s'il réfléchissait. Puis il pose à nouveau son regard sur Théo. « Alors pourquoi es-tu venu jusqu'ici » Le garçon déglutit. Il ne sait pas pourquoi il a autant de mal à dire ces mots. Peut-être parce qu'il n'a jamais demandé quelque chose sans ressentir de honte. Mais il se force à parler. « Je voudrais juste un travail. » L'homme fronce les sourcils. « Un travail ?» Théo acquiesce. « Je ne veux pas d'argent gratuit. Je veux juste pouvoir manger sans devoir mendier. » Il n'y a ni supplication ni lamentation dans sa voix. Juste une détermination brute, celle d'un enfant fatigué d'être invisible, fatigué de survivre au lieu de vivre. Moreau reste figé, comme s'il ne s'attendait pas à une telle demande. Il s'appuie légèrement sur son bureau, son regard s'assombrissant. Pendant une fraction de seconde, son expression change, imperceptiblement. Il semble ailleurs, perdu dans un souvenir lointain, douloureux. Puis, brusquement, il se redresse et soupire. « Je vais voir ce que je peux faire. » C'est une réponse vague, mais ce n'est pas un refus. Théo se redresse légèrement, le cœur battant un peu, plus vite. Moreau se tourne vers sa secrétaire. « Donne-lui quelque chose à manger. On en reparlera plus tard. » Théo ne dit rien, mais au fond de lui, une lueur d'espoir commence à naître. Théo suit la secrétaire à travers les couloirs lumineux du siège du groupe Moreau. L'odeur du café fraîchement préparé flotte dans l'air, mêlée au parfum sophistiqué des employés en costume. Il se sent étranger à cet univers. Tout ici respire le luxe et l'ordre, deux choses qu'il n'a jamais vraiment connues. Il est conduit dans une petite salle où une assiette l'attend sur une table immaculée. Un simple sandwich, accompagné d'un verre de lait. Pour la plupart des gens, ce repas semble banal, mais pour lui, c'est un festin. Son estomac noué de faim ne lui laisse pas le temps d'hésiter. Il mange avec avidité, retenant tout juste l'envie de dévorer chaque bouchée en une seconde. La secrétaire l'observe du coin de l'œil, bras croisés, comme si elle attendait de voir s'il allait faire quelque chose d'inapproprié. Mais Théo l'ignore. Ce moment lui appartient. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre. À nouveau, Philippe Moreau entre, refermant la porte derrière lui. Il s'approche lentement et s'assied en face du garçon. Le silence s'étire. Théo sent le regard perçant de l'homme sur lui. Il ne sait pas à quoi s'attendre. « Ça fait longtemps que tu vis dans la rue ?» demande finalement Moreau. Théo hoche la tête, essuyant la dernière miette de son sandwich. 4 ans. L'homme reste impassible. « Et tes parents ?»« Morts. » Il ne donne pas plus de détails. Il ne veut pas de pitié. Moreau ne le presse pas. Il se contente de l'observer comme s'il évaluait quelque chose. Puis il pose la main sur la valise, toujours posée à côté de lui. « Tu aurais pu prendre cet argent et disparaître. Personne n'aurait su que c'était toi. Pourquoi ? Ne l'as-tu pas fait ?» La question revient encore, comme si l'homme cherchait une faille dans son honnêteté. Théo hausse les épaules. « Parce que ce n'est pas à moi. » Un léger silence suit sa réponse. Moreau semble attendre autre chose. Mais il n'y a rien d'autre à dire. « Tu voulais un travail, c'est bien ça ?» Théo acquiesce, le cœur battant. C'est le moment décisif. « Quel âge as-tu » ? 10 ans. Moreau soupire légèrement, réfléchissant. « Tu es trop jeune pour travailler officiellement. » Ces mots sont comme une claque. Théo serre les poings sous la table, sentant l'espoir lui glisser entre les doigts. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Moreau continue. « Mais je peux te proposer quelque chose. » Le garçon relève la tête, plein d'un nouvel espoir. « Demain, viens me voir au Plaza Moreau. C'est l'un de mes hôtels. Si tu reviens, on verra ce qu'on peut faire. » Moreau se lève, laissant la décision entre les mains de Théo. Le garçon le regarde s'éloigner, la promesse flottant dans l'air. Il ne sait pas si c'est une véritable chance ou un simple test, mais une chose est sûre, il sera là demain. Théo ne ferme presque pas l'œil cette nuit-là. Il a trouvé refuge sous l'auvent d'une boutique fermée, son esprit trop agité pour laisser place au sommeil.
L'idée d'un avenir différent, d'une possibilité de changer sa vie, se heurte à des années d'habitude, de survie, de désillusion. Peut-il vraiment croire à cette chance? Le matin, le froid mordant de l'hiver parisien le réveille, en sursaut. Il se redresse, engourdi, frotte ses bras pour tenter de se réchauffer. Son estomac proteste déjà. Il n'a plus un sou et mendier prendrait trop de temps. S'il ne se dépêche pas, il ratera sa chance. Il marche jusqu'au Plaza Moreau, un hôtel qu'il a souvent observé de loin. Un bâtiment imposant, aux façades élégantes, aux portes dorées brillantes sous la lumière du matin. Il n'a jamais osé en franchir le seuil. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. Lorsqu'il pousse la porte, il sent immédiatement les regards sur lui. Un gamin mal habillé, aux chaussures trouées, pénétrant dans un lieu où seuls les riches ont leur place. L'hôtesse de l'accueil lui jette un regard perplexe. Et déjà un homme en costume noir, sans doute un agent de sécurité, s'approche de lui. Mais avant que quelqu'un ne le chasse, une voix retentit derrière lui. « Laissez-le. Passez. » Philippe Moreau est là, debout près du grand escalier, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Les employés s'écartent immédiatement et Théo en profite pour avancer. L'homme ne perd pas de temps en formalité. Il l'emmène dans un petit salon privé, loin des regards curieux. Là, il s'assied sur un fauteuil luxueux et invite Théo à faire de même. « Tu es revenu », constate-t-il. Théo hoche la tête. « Tu es sûr de vouloir travailler ?»« Oui. » Moreau le fixe un moment comme s'il cherchait à voir au-delà de ses mots. Puis il soupire et ouvre un tiroir. Il en sort une liasse de billets et la pose sur la table entre eux. « Voici 50 €. Achète-toi à manger. Reviens demain et on verra ce que tu es capable de faire. » Théo regarde l'argent. Un test. Il le comprend immédiatement. Cet homme veut voir ce qu'il fera de cet argent. Il attrape les billets, sans un mot, et quitte l'hôtel. Mais au lieu de foncer dans une boulangerie et de tout dépenser pour lui, il marche jusqu'au coin d'une ruelle où se cachent d'autres enfants comme lui. Des gamins sans toit, sans famille, qui ont froid et faim. Avec précaution, il entre dans une épicerie et achète du pain, du lait, quelques fruits. Pas de sucrerie, pas de gaspillage. Juste de quoi calmer la faim pour lui et pour eux. Quand Moreau apprend ce qu'il a fait de l'argent, il reste silencieux un long moment. Puis il détourne les yeux, fixant un point invisible devant lui. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai perdu ?» Sa voix tremble à peine, mais pour la première fois, Théo perçoit autre chose dans cet homme. Une douleur ancienne, un vide qu'il ne peut combler, et sans même comprendre pourquoi, il sent que cette rencontre n'est pas qu'un simple hasard. Théo arrive au Plaza Moreau à l'aube, ses vêtements encore plus froissés que la veille, mais son regard chargé de détermination. La nuit a été froide, la rue impitoyable, mais il est là. Il ne sait pas si Moreau le laissera vraiment travailler, mais il ne veut pas abandonner avant d'avoir essayé. Lorsqu'il pousse la porte, le hall est encore calme. Les employés commencent leur journée et plusieurs d'entre eux lui jettent des regards curieux. Un enfant de la rue n'a rien à faire ici. Pourtant, personne ne l'arrête cette fois. Moreau l'attend, debout près du comptoir de la réception. Il l'observe sans un mot, comme s'il voulait voir s'il allait réellement revenir. Après un bref silence, il hoche la tête et fait signe à un homme en uniforme de s'approcher. C'est Alain, le responsable de l'entretien. Il va te donner quelque chose à faire. Si tu veux prouver que tu mérites ta place ici, commence par ça. Alain est un homme d'une 50aine d'années, le visage buriné par des années de travail. Il jauge Théo d'un regard sceptique, avant de l'emmener à l'arrière de l'hôtel. « Écoute-moi bien, gamin, » dit-il en lui tendant un balai. « Ici, on ne fait pas d'exception. Si tu veux être payé, tu travailles comme tout le monde. Je veux voir le sol de ce hall briller. » Théo attrape le balai et commence immédiatement. Il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, mais il met toute son énergie dans la tâche. Autour de lui, les employés passent sans prêter attention à lui, et certains clients le regardent avec curiosité. Un gamin en train de nettoyer un hôtel de luxe? Les murmures commencent. Les autres employés échangent des regards, certains moqueurs, d'autres intrigués. L'un des serveurs du restaurant chuchote à son collègue. « Tu crois qu'il tiendra plus d'une journée ?» Mais Théo les ignore. Il balaie, nettoie, pousse les poussières avec une concentration absolue. Il refuse d'échouer. Après 1 heure de travail, il commence à ressentir la fatigue. Ses bras sont lourds, ses jambes douloureuses. Mais il continue. Il sait que s'il ralentit, on lui dira qu'il n'est pas à la hauteur. Lorsqu'il relève enfin la tête, il aperçoit Moreau,
debout près d'une colonne en train de l'observer. Le garçon s'arrête, essuie la sueur sur son front et attend un verdict silencieux. Moreau s'approche lentement, jette un regard au sol, puis à Théo. « Pas mal », lâche-t-il enfin. Ce n'est ni un compliment ni un reproche, juste une constatation. Mais pour Théo, c'est déjà une victoire. Moreau croise les bras, réfléchit un instant, puis ajoute « Reviens, demain ». Théo hoche la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il a réussi son premier jour, mais il sait que ce n'est que le début. Le lendemain matin, Théo est de retour devant le Plaza Moreau avant même que le soleil ne se lève complètement. Le froid mord sa peau, mais il n'y prête pas attention. Il ne veut pas être en retard. Il sait que dans ce monde, une seule erreur peut suffire pour perdre une opportunité. Quand il entre dans l'hôtel, l'agitation matinale a déjà commencé. Des employés en uniforme s'affairent derrière le comptoir de la réception. Des serveurs transportent des plateaux vers la salle du petit déjeuner et quelques clients en peignoir descendent vers le spa. L'univers du luxe s'éveille, indifférent à la présence du gamin qui, la veille encore, balayait le hall sous les regards curieux. Alain, le responsable de l'entretien, l'aperçoit et lève un sourcil. « Tiens, t'es revenu, toi ?» Théo acquiesce, prêt à recevoir de nouvelles instructions. « Bien, on va voir si tu peux faire plus que balayer. » Il l'emmène dans une grande salle de réception encore vide. Le parquet brille sous les lumières tamisées et les tables sont soigneusement alignées en prévision d'un banquet prévu plus tard dans la journée. « Aujourd'hui, tu vas aider à mettre en place la salle, » dit Alain, en lui tendant une pile de nappes immaculées. « Prends-en soin. Ici, la moindre tâche et on doit tout recommencer. » Théo hoche la tête et se met immédiatement au travail. Il n'a jamais fait ça auparavant, mais il observe les autres employés et imite leurs gestes. Il étale les nappes avec soin, s'assurant qu'elles soient parfaitement droites, qu'il n'y ait aucun pli disgracieux. Il veut bien faire, mais tout le monde ne voit pas son arrivée d'un bon œil. Un groupe de jeunes employés chuchote à voix basse en l'observant travailler. L'un d'eux, un serveur en tenue impeccable, s'approche finalement et lance moqueur. Alors le petit mendiant est devenu serveur maintenant. Théo serre les dents, mais ne répond pas. Il sait que s'il se met en colère, il leur donnera raison. Il se contente de continuer à travailler, ignorant les ricanements. Mais l'un des employés pousse l'humiliation plus loin. Alors que Théo est concentré sur une nappe, il fait exprès de renverser un verre d'eau à côté de lui. « Oups, fais attention, gamin. Ici, on ne fait pas de dégâts. » Les autres rient discrètement. Théo reste immobile, les poings serrés. Il pourrait se défendre, protester, mais il sait que cela ne servirait à rien. Il n'a pas le droit à l'erreur. Alors, sans un mot, il attrape un chiffon et nettoie l'eau avant qu'elle ne tache la nappe. Alain, qui a observé la scène, de loin s'approche lentement. Il jette un regard sévère aux employés qui se moquèrent de Théo, puis pose une main ferme sur l'épaule du garçon. « Ne te laisse pas faire, mais ne te laisse pas abattre non plus, » dit-il à voix basse. Théo relève la tête, surpris. C'est la première fois qu'un adulte dans ce monde lui dit quelque chose d'encourageant. Il hoche la tête et retourne au travail, plus déterminé que jamais. Quelques heures plus tard, alors qu'il termine d'aligner les couverts, il sent un regard pesant sur lui. Il se retourne et aperçoit Philippe Moreau, debout près de l'entrée de la salle. L'homme l'observe en silence, les bras croisés. Il ne dit rien, mais Théo voit une lueur étrange dans ses yeux. Ce n'est pas de la pitié, c'est quelque chose de plus profond. Et pour la première fois, Théo se demande si cet homme voit en lui plus qu'un simple gamin des rues. À la fin de la journée, Théo est épuisé. Chaque muscle de son corps proteste contre l'effort inhabituel, mais il ne se plaint pas. Il a réussi. Il a prouvé qu'il pouvait travailler, qu'il pouvait tenir sa place dans un monde qui ne l'a jamais accepté. Alors qu'il s'apprête à quitter l'hôtel, Alain lui fait signe de le suivre. « Patron veut te voir. » Théo sent son cœur accélérer. Est-ce que Moreau va le renvoyer? Il a pourtant tout fait correctement, malgré les regards méprisants de certains employés, malgré les humiliations. Il traverse les couloirs jusqu'à un bureau spacieux, où Philippe Moreau est assis derrière un immense bureau en bois massif. Une grande baie vitrée derrière lui donne sur Paris illuminé. L'homme lève à peine les yeux lorsqu'il entre, l'invitant d'un simple geste à s'asseoir en face de lui. Théo hésite, puis obéit. Le silence s'installe. Moreau observe le garçon, comme s'il essayait de deviner ce qu'il pense. Puis enfin, il parle. « Alain m'a dit que tu as bien travaillé. » Le garçon ne répond pas.
Il sait que ce n'est pas une question. Mais il m'a aussi dit ce que certains employés t'ont fait subir. Théo baisse les yeux. Il ne voulait pas que cela devienne un problème. Il voulait simplement faire son travail. Moreau appuie ses coudes sur son bureau et croise les doigts. « Pourquoi tu n'as pas réagi ?»« Parce que si je l'avais fait, on m'aurait viré. » L'homme hoche lentement la tête. Il semble apprécier cette réponse. Un silence passe. Puis, à la surprise de Théo, Moreau se lève et se dirige vers un meuble en bois sombre. Il ouvre un tiroir et en sort un petit cadre. Il le fixe quelques secondes avant de le poser sur le bureau, face au garçon. Théo cligne des yeux. La photo représente un adolescent, peut-être de 15 ou 16 ans, souriant à côté d'un homme plus jeune que Moreau, mais dont le regard lui ressemble étrangement. « Il s'appelait Louis », murmure Moreau. Il ne précise pas qui il c'est, mais Théo comprend immédiatement. Son fils. Il est mort il y a des années. La voix de Moreau est étrangement calme, mais il y a quelque chose dans son ton, quelque chose de brisé. Théo ne sait pas quoi dire. Il sait ce que c'est, que de perdre quelqu'un. Il était comme toi, reprend Moreau après un silence. Têtu, trop fier pour demander de l'aide. L'homme repose le cadre et s'appuie contre le bureau, les bras croisés. C'est pour ça que tu me laisses travailler ici, demande Théo. Parce que je te rappelle ton fils. Il n'y a ni accusation ni colère dans sa voix, juste une curiosité sincère. Moreau le regarde un instant, puis secoue lentement la tête. Au début, peut-être, mais maintenant, je veux voir ce dont tu es capable. Un long silence s'installe entre eux, puis Moreau prend une décision. Je vais te proposer un marché. Théo retient son souffle. Tu peux rester ici, pas dans la rue. Je vais t'héberger. Le garçon écarquille les yeux, il ne s'attendait pas à ça. Mais en échange, tu devras aller à l'école. La claque est brutale. Théo secoue la tête. Non, j'ai jamais été bon à l'école. Moreau ne flanche pas. Alors prouve-moi que tu peux faire mieux. Le défi est lancé. Théo sent que refuser signifierait tout perdre. Mais accepter, c'est plonger dans un monde inconnu. Un monde où il ne serait plus invisible. Théo fixe Moreau, le cœur battant à toute vitesse. Il a du mal à croire ce qu'il vient d'entendre. Un toit, une chambre, une chance. Mais le prix à payer est lourd. Retourner à l'école. L'école n'a jamais été un endroit pour lui. Avant la rue, il y allait comme tous les autres enfants. Mais après la mort de ses parents, tout a changé. Les services sociaux ont essayé de l'envoyer dans des foyers, mais il fuyait à chaque fois. Il détestait ces lieux où on le regardait avec pitié ou méfiance, où il était juste un nom sur un dossier. Et maintenant, Moreau lui demande d'y retourner. Il sent son instinct lui crier de refuser, de courir, de s'éloigner de cet homme et de ses conditions. Il a appris à se méfier des adultes qui prétendent vouloir l'aider. Mais au fond de lui, une autre voix murmure. Et si c'était vrai? Et si c'était enfin une vraie opportunité? Il prend une profonde inspiration. D'accord. Le mot lui brûle la gorge, mais il le dit quand même. Moreau l'observe un instant comme s'il s'attendait à ce que le garçon change d'avis, puis il hoche la tête. Bien. Il décroche son téléphone et parle brièvement avec quelqu'un. Théo ne comprend pas tout, mais il entend des mots comme « chambre » et « nécessaire ». Lorsqu'il raccroche, Moreau se lève. « Suis-moi ». Il quitte le bureau et traverse l'hôtel. Moreau ne parle pas et Théo non plus. Lorsqu'ils arrivent devant un ascenseur privé, l'homme appuie sur un bouton et les portes s'ouvrent. Ils montent jusqu'au dernier étage, là où se trouvaient les suites les plus luxueuses. Moreau marche dans le couloir et ouvre une porte. La pièce est immense comparée à tout ce que Théo a connu. Ce n'est pas une suite de luxe, mais une chambre simple, avec un lit, un bureau et une fenêtre qui donnent sur la ville. Il y a même une petite salle de bain attenante. Théo reste figé sur le seuil. Jamais il n'a eu un endroit comme ça, pour lui seul. « C'est ici que tu dormiras », annonce Moreau. Le garçon entre lentement, posant ses doigts sur le bois du bureau, comme s'il voulait s'assurer que tout cela était réel. « Merci », murmure-t-il. Moreau ne répond pas immédiatement. Il observe Théo, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Puis il se dirige vers la porte. « Repose-toi, demain on parlera de l'école. » Et il sort, laissant Théo seul dans ce nouvel univers. Le garçon s'assoit sur le lit et passe une main sur la couverture propre. Son cœur est un mélange d'excitation et de peur. Il ne sait pas combien de temps cela va durer, ni si Moreau va changer d'avis. Mais ce soir, pour la première fois depuis des années, il dort sans craindre le froid de la rue. Théo s'éveille lentement.
enveloppé dans une chaleur qu'il n'a pas connue depuis longtemps. Pendant un instant, il croit rêver. Un vrai lit, une couverture propre, un toit au-dessus de sa tête. Ce n'est qu'en ouvrant les yeux et en voyant la chambre autour de lui qu'il se rappelle. Tout est réel. Il se lève, encore un peu engourdi, et regarde par la fenêtre. Paris s'étire sous ses yeux, lumineuse et vivante. D'ici, tout semble différent. Il n'est plus dans la rue. Il n'est plus invisible. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Un léger coup à la porte le fait sursauter. Il se retourne juste à temps pour voir Alain entrer, un sac en plastique à la main. « Tiens, gamin, des vêtements propres. » Théo attrape le sac et observe son contenu. Un pantalon, un pull, des baskets neuves. Rien d'extravagant, mais tout est en bien meilleur état que ce qu'il porte. Il lève les yeux vers Alain incertain. « Patron a dit que t'allais en avoir besoin. » Le message est clair. L'école. 1 heure plus tard, il se retrouve assis, face à Moreau dans une salle discrète du plaza. L'homme a posé une feuille devant lui, un document administratif avec son nom écrit en haut. « J'ai fait en sorte que tu puisses reprendre les cours. Une école privée pas très loin d'ici. Ils acceptent les élèves en retard scolaire, mais il va falloir bosser. » Théo fixe la feuille sans la toucher. C'est comme un piège. Il sait que c'est une opportunité. Il sait que c'est mieux que la rue. Mais il ne peut pas ignorer cette peur au fond de lui. Et s'il échoue? Et s'il ne s'intègre pas? « Je veux travailler », finit-il par dire. Moreau ne semble pas surpris. « Et tu travailleras. Mais les règles ne changent pas d'école, pas de travail. » C'est dit d'un ton calme mais ferme. Il n'y a pas de négociation possible. Théo baisse les yeux. Il serre les poings sous la table, lutte contre l'envie de refuser. Mais refuser, c'est retourner à la rue. Et il ne veut pas retourner. À la rue. Lentement, il tend la main et attrape un stylo. Il signe. Un léger sourire effleure les lèvres de Moreau, à peine perceptible. Mais alors que Théo croit que l'entretien est terminé, l'homme se redresse et le fixe avec une intensité nouvelle. « J'ai aussi fait quelques recherches. Un frisson parcourt l'échine du garçon. Tu n'es pas aussi seul que tu le penses. » Théo sent son souffle se bloquer dans sa gorge. « Ton nom de famille. Les services sociaux ont encore un dossier sur toi. » Et il mentionne un oncle. L'information tombe comme un coup de tonnerre. Un oncle? Il existe. Il vit en province. Un mélange de choc, de confusion et de méfiance envahit Théo. Pendant des années, il s'est cru sans famille. Il a appris à ne compter que sur lui-même. « Il ne m'a jamais cherché », murmure-t-il. Moreau ne répond pas tout de suite. Peut-être, peut-être pas. Un silence pesant s'installe. La question est, veux-tu le rencontrer? Théo reste figé. Il ne sait pas quoi répondre. Pour la première fois, son passé frappe à sa porte. Théo reste immobile, le regard fixé sur Moreau. Son esprit est un chaos total. Un oncle. Pendant des années, il s'est cru seul. Il a erré dans les rues, mendié, volé parfois pour survivre, toujours convaincu qu'il n'avait personne. Mais cet homme a existé tout ce temps, et il n'a jamais cherché à le retrouver. « Pourquoi vous me dites ça ?» demande-t-il, enfin la gorge serrée. Moreau croise les bras, le regard toujours aussi perçant. « Parce que tu as le droit de savoir, et parce que je veux que tu choisisses. » Théo serre les poings sous la table. Il ne sait pas quoi ressentir. De la colère? De la curiosité? Il imagine ce que serait une rencontre avec cet oncle. Un inconnu. Un étranger qui partage son sang, mais pas son histoire. Il sait que j'existe? D'après ce que j'ai trouvé, oui. Le cœur de Théo se serre, et il n'a rien fait. Le silence de Moreau vaut toutes les confirmations du monde. Le garçon se lève brusquement, envahi d'une énergie incontrôlable. Il marche dans la pièce, les pensées en vrac. Il ne sait pas ce qui est pire, apprendre qu'il a de la famille, ou comprendre qu'il n'a jamais compté pour eux. Moreau l'observe sans rien dire, attendant qu'il trouve lui-même sa réponse. « Je ne veux pas le voir », lâche-t-il finalement. Son ton est dur, définitif. « Tu es sûr ?» Théo se tourne vers lui, le regard brillant de cette fureur contenue qu'il porte depuis trop longtemps. « J'ai passé 4 ans à me débrouiller seul. Personne n'a tendu la main. Vous l'avez fait. » Un silence. Un aveu. « Je veux rester ici. » Moreau ne montre aucun signe de surprise. Il hoche simplement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Très bien. Mais si un jour tu changes d'avis, tu sauras où le trouver. » Théo croise les bras, refusant même d'envisager cette possibilité. Pour lui, la famille, ce n'est pas une question de lien du sang.
C'est une question de choix. Et aujourd'hui, son choix est clair. Il reste. Moreau se lève à son tour et s'approche de lui.